Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors déjà, il faut dire que le Soleil Vert, qui est le titre français, est une traduction un peu bizarre du titre original qui s'appelle Soylent Green. Alors le vert bien sûr reste, mais à l'origine c'est une sorte de contraction, le Soylent Green, on pourrait dire presque d'une graine, hein, d'une graine de soja, si vous voulez. On a essayé en France de le traduire par Soleil Vert, mais il n'y a pas du tout de soleil, hein, dans le film. En tout cas, c'est un soleil qui est très bizarre, qui est très pollué, qui est très verdâtre, très gris, mais c'est pas du tout le titre original du film. Alors, deux, trois petites choses en préambule, on pourrait dire. La première, c'est que on a choisi donc pour le cycle, l'idée c'était d'avoir à chaque fois un film qui incarne un peu un courant, une ligne du cinéma américain des années 70. Alors on avait commencé avec le lauréat, et puis la fois d'avant c'était John McCabe, qui lui concernait plutôt la question du western dans le cinéma américain dit du Nouvel Hollywood. Et là, Soleil Vert, en fait, moi je l'ai choisi. On aurait pu en prendre beaucoup d'autres parce que dans ce genre de film-là, il y a eu beaucoup de films extrêmement intéressants dans les années 70, mais parce qu'il il incarne ce qu'on a appelé le cinéma d'anticipation, hein, de l'époque, qui n'a rien à voir avec le cinéma de science-fiction, hein. On y reviendra évidemment, mais c'est un film d'anticipation que vous allez voir, qu'en fait, qui fonctionne sur la base d'une prospective. Qu'est-ce qui se passerait si il y avait un problème de surpopulation, s'il y avait un problème évidemment alimentaire, etc. Donc ça appartient, Soleil Vert, et c'est un des plus connus évidemment, et à mon avis c'est un de ceux qui a le mieux vieilli de tous, à une série de films dans lequel il y a L'Âge de cristal, pour ceux qui l'ont vu, Le Survivant de Boris Sagal, THX 1138, le film de Douglas Trumbull, Silent Running. Hein, il y a eu comme ça, en gros, entre 68 et 75, beaucoup de films qui étaient des films un peu catastrophistes, on pourrait dire, parce qu'il y a eu aussi des films catastrophes, ça j'en parlerai après, mais une série de films qui ont un peu imaginé l'avenir de la planète, et en l'occurrence des États-Unis, suite, alors on pourrait dire, à des catastrophes écologiques, financières, atomiques, tout ce qu'on veut, et qui ont donc travaillé la question de la dystopie, hein, évidemment beaucoup plus que celle de l'utopie, vous allez le voir dans le cas de Soleil Vert. Et Soleil Vert, c'est à mon avis un des plus beaux films. Il a très peu vieilli. On pourra d'ailleurs se demander pour quelle raison, par rapport à d'autres, il tient si bien le choc quand on le revoit comme ça 40 ans après. D'ailleurs, on fête cette année le 40e anniversaire de Soleil Vert, parce que le film a été réalisé en 72 et est sorti en 73. Donc voilà, donc c'était la première chose, c'était de choisir dans ce courant de films qui débute en 68, le premier film d'anticipation de la période qui aura beaucoup de succès, c'est évidemment La planète des singes de Franklin Schaffner, aussi avec Charlton Heston. Charlton Heston, on y reviendra, mais il est devenu un peu celui qui sauve l'Amérique. Hein. Il a été Ben-Hur, il a été Moïse, il a été, vous allez voir, hein, dans Soleil Vert, c'est pareil, hein, c'est le témoin de quelque chose évidemment de grave, et c'est intéressant de voir la façon dont le cinéma américain des années 70 a utilisé Charlton Heston à cette époque-là. Et il a été un des acteurs les plus actifs dans le cinéma d'identification, hein, comme s'il incarnait quelque chose, Charlton Heston, que d'autres acteurs n'incarnaient pas, évidemment. Donc c'est un film qui est réalisé en 72, qui sort en 73, et qui est réalisé par un cinéaste, alors qu'en France on connaît sans connaître, parce qu'il n'est pas considéré comme un auteur, c'est Richard Fleischer. Richard Fleischer, c'est pourtant, et sans doute qu'on le redécouvrira comme un des cinéastes importants du cinéma américain de ces 60 dernières années. C'est quelqu'un qui est né en 1916, si je ne dis pas de bêtises, et qui, lorsque le Nouvel Hollywood arrive, il a évidemment une longue carrière derrière lui. Hein, c'est presque déjà un vétéran à ce moment-là. Il n'est pas du tout de la génération des Coppola, des Scorsese, des Friedkin, de Palma. Il est plutôt de la génération des Don Siegel, Sam Peckinpah, Robert Aldrich, si vous voulez, hein, de ces gens un peu d'avant, qui ont réalisé des films et puis qui vont prendre, bien ou pas, dans son cas plutôt bien, le train du Nouvel Hollywood. Donc Richard Fleischer, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu finalement parce qu'il a œuvré, enfin c'est l'archétype de ce qu'est finalement le cinéaste à tout faire dans le cas du cinéma hollywoodien. Il est passé par à peu près tous les genres, hein, et c'est fait qu'il a fait beaucoup de films qui sont connus, mais on n'a pas forcément le réflexe de se dire tiens, ça c'est un film de Richard Fleischer. 20 milieux sous les mers, Les Vikings, Barabbas, L'énigme du Chicago Express qui est un film formidable, Les complices de la dernière chance, Terreur aveugle, L'étrangleur de Boston, enfin Tora, Tora, Tora. Enfin, je pourrais vous citer beaucoup de films qui sont tous signés finalement par Richard Fleischer, mais on a du mal à se dire qu'il y a un auteur, hein, derrière tout ça. Et pourtant, c'est sans doute un des cinéastes les plus intéressants. Vous allez voir, c'est de mise en scène toujours extrêmement élégante, très très précise. Et ce qui est drôle, évidemment, c'est qu'il a réalisé dans les années 70 une poignée de films, 8 ou 9, qui sont nommés parmi ses plus beaux films.
Les complices de la dernière chance par exemple, ou alors il a réalisé un polar absolument formidable qui s'appelle Les flics ne dorment pas la nuit, The New Centurion en anglais, film génial, de 72 avec George C. Scott, Stacy Keach, etc. Mais qui n'est pas très très connu, c'est très dommage, parce que on pourrait dire que c'est le pendant un peu dépressif, très dépressif des polars à la Dirty Harry à l'époque. Et donc dans les années 70, Fleischer il fait des films absolument passionnants. La fin de sa carrière est évidemment beaucoup moins intéressante, il est mort en 2006, et Soleil Vert est sans doute un de ses films évidemment les plus connus. Alors, en deux mots, les deux acteurs principaux du film Soleil Vert, d'abord la MGM a mis beaucoup de temps avant d'accepter de faire ce film, elle n'était pas convaincue par le thème du roman, en l'occurrence celui de la surpopulation, parce qu'à l'origine il y a un roman d'un écrivain qui s'appelle Harry Harrison, qui est écrit en 66, et donc qui s'appelle Make Room en anglais, ça veut dire fête de la place. J'y reviendrai beaucoup parce que c'est un titre qui est beaucoup plus intéressant que Soleil Vert. Soleil Vert, c'est un titre descriptif, alors que la question de la place, du rapport entre le nombre d'individus et l'espace dans le film est centrale. Et donc le film est vraiment une adaptation de cette idée-là, vous allez voir. Donc le roman a été écrit 6 ans avant le tournage du film, si ce n'est qu'il s'est passé des choses, et notamment deux événements importants, qui sont évidemment un, le choc pétrolier, et deux, l'arrivée d'une conscience aux États-Unis, on pourrait dire du péril écologique, qui existe relativement peu en 65-66 et qui devient totalement prédominant au début des années 70. Et donc Soleil Vert, c'est aussi un film qui prend totalement l'air du temps, qui est sorti exactement au bon moment, si vous voulez. C'est vraiment le moment, la peur, et tous les films dont je vous ai parlé, Silent Running, L'Âge de Cristal, Rollerball, qui fait aussi partie de ces films-là, sont des films qui sont tous inquiets, qui saisissent cette espèce d'humeur de l'Amérique de l'époque, qui d'un seul coup se préoccupe de la question écologique, des ressources naturelles, des affronts faits à la nature, etc. Donc Soleil Vert est un film, alors là pour le coup, qui est un très très bon thermomètre de l'état d'esprit de l'Amérique à l'époque. Donc le film va être tourné avec Charlton Heston, je vous en ai parlé, et un autre acteur, alors qui sans doute vole même un peu la vedette à mon avis à Charlton Heston, qui est alors là le super vétéran Edward G. Robinson. Ça sera d'ailleurs son dernier film, alors c'est assez émouvant, son 101e film. C'est lui qui joue le rôle de Sol Roth dans le film, le bibliothécaire, vieillard bibliothécaire, compagnon de Charlton Heston dans le film. Et alors vous allez voir, c'est un film très émouvant. On en parlera après parce que Edward G. Robinson était malade pendant le tournage. Il était malade bien avant, il avait un concert qui le rangeait complètement. Vous allez voir la façon dont cette chose-là, ça arrive parfois sur les tournages, un événement extérieur au film le nourrit terriblement. Vous allez voir la façon dont joue Charlton Heston. C'était le seul qui, sur le tournage, savait que Robinson était malade. Et donc on voit la façon dont joue Charlton Heston. On sait qu'il s'adresse à une légende d'Hollywood, mais une légende qui est en train de mourir. Il y a une très très belle scène dans le film où Charlton Heston, vous allez voir, se met à pleurer, et il pleure évidemment par rapport à la situation qui est en train d'être vécue, mais il pleure aussi parce qu'il sait, c'est la dernière fois qu'il verra cet acteur-là en train de jouer, parce que c'est une des plus belles séquences évidemment de Soleil Vert. Et Robinson mourra quelques mois après la fin du tournage, et donc c'est aussi émouvant de voir le dernier film de ce monstre absolu du cinéma américain. Bon, on en reparle tout à l'heure. Je vous souhaite donc une bonne projection. Et pour ceux qui veulent aller au reposoir, ça sera la sortie à droite. Voilà, bonne projection. Il y a une question que je me posais, en fait, et on en parlait juste avant le début de la projection. C'est que ce qui est assez drôle, c'est que l'ensemble du film, en fait, est tendu vers cette révélation qui répète plusieurs fois sur Green is People, le soleil vert est fait à partir de gens, et plus précisément de cadavres d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez remarqué que pendant la fameuse séquence du reposoir, le foyer, si vous voulez, lorsque Robinson, apprenant la nouvelle, un peu désespéré, se dit que évidemment c'est plus la peine au fond de vivre, Eva, c'est une des plus belles séquences du film évidemment. Et donc il choisit, souvenez-vous, les conditions de sa mort, la couleur, la musique classique légère, j'aime beaucoup quand il dit ça. C'est qu'en fait il n'a pas envie d'un requiem. Et donc il s'allonge, et Charlton Heston va le voir pour lui dire au revoir évidemment. Et il y a ce très beau moment où il arrive à brancher le micro et il se parle un petit peu. Et l'autre lui dit enfin tu peux voir, merci d'être venu. Et évidemment Charlton Heston comprend que c'est pas la peine de tenter de le convaincre de faire le contraire. Et à ce moment-là, Robinson lui dit qu'il a compris la raison pour laquelle évidemment il décide de mourir, c'est qu'il a vu et qu'il sait.
Et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'à ce moment-là, il y a un plan sur les lèvres de Robinson qui dit exactement la phrase que va dire Charlton Heston à la fin, hein, selon l'anglais, It's people. Ce qui fait que là, il y a quelque chose d'assez drôle dans le film, c'est que si on n'est pas super attentif ou si on n'y pense pas, en fait, on attend la toute fin du film pour avoir la révélation, mais elle nous est faite une demi-heure avant. Hein, alors évidemment, c'est pas traduit, c'est pas sous-titré, mais il y a un plan sur les lèvres de Robinson qui dit exactement ça. Ben voilà, le soleil vert, c'est fait à partir de Jean. Et ça, j'aime assez, puisqu'en fait, on se rend compte qu'à ce moment-là, Charlton Heston a l'information, mais nous, spectateurs, si on était vraiment attentifs, on devrait l'avoir aussi. Hein. Et en fait, il y a deux façons finalement de voir le film. Soit on attend jusqu'à la fin cette fameuse découverte dans l'entreprise, avec c'est très très beau, hein, c'est tous ces petits carrés, ces pastilles vertes qui défilent sur les tapis, ou alors on le sait dès la fin de la première heure, quoi. Et donc je me demandais si certains d'entre vous avaient repéré ça pendant la séquence de la mort de Robinson, le fait que l'information clé du récit était donnée à ce moment-là. Oui, mais il voit, qu'en fait, c'est-à-dire que lui voit sur les lèvres de Robinson. Alors on peut penser qu'il y a un doute que Charlton Heston peut-être ne l'a pas, c'est vrai, mais en même temps nous on l'a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un doute là-dessus. Par contre, nous en tant que spectateurs, on le sait. Enfin, le fameux, voilà, la révélation, le scandale du film, hein, le système sur lequel est fondée toute la société que nous montre Soleil Vert, c'est du cannibalisme industriel, hein, tout simplement. C'est ce que raconte évidemment le film, quoi. Oui, alors il y a un doute. Hein. Ouais. Il y a un doute, ça qu'on ne sait pas. C'est que nous, ouais, c'est vrai, il y a une ambiguïté. Nous, on doit le savoir. Enfin, nous, on doit le savoir. C'est que ce cas, c'est qu'on est tellement pris par autre chose, évidemment, à ce moment-là, qu'il y a un effet de diversion. Alors, on n'est pas en train, à ce moment-là, l'enquête est presque un peu mise de côté dans notre tête, quoi. Alors que. Alors, non, alors, il y a deux, trois choses avant qu'on échange, hein, il faut surtout pas hésiter à m'interrompre, que je voulais vous dire. La première, c'est le générique du film, qui pour moi est un des plus beaux génériques de films que je connaisse, et notamment de films de cette période-là. Et alors c'est intéressant parce que c'est l'auteur du roman, Harry Harrison, qui a eu l'idée de ce générique-là, tout simplement, cette espèce de gigantesque diaporama, hein, qui commence, en fait, c'est 2 siècles d'évolution du progrès, on pourrait dire industriel, hein, 19e, 21e, parce que le film commence en 2044 ou 2022, je ne sais jamais. 2022. Et donc voilà, le diaporama est très très beau parce que ça commence, en gros, on se croirait presque, oui, c'est vraiment le moment des pionniers, d'une certaine façon. Et puis l'industrie arrive, la rationalisation, le capitalisme, la pollution, les déchets, etc. Le rythme est de plus en plus évidemment rapide, mais ce qui est très très beau, là, à mon avis, la superbe idée du générique du film, indépendamment du fait que nous montrons des photos de ça, c'est comme si on feuilletait un album de famille et de souvenirs, c'est-à-dire que la photo au cinéma et la photo en noir et blanc, ça veut dire que c'est une façon de nous dire toujours que c'est quelque chose qui a disparu. Hein. C'est pour ça que la séquence du foyer est très 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 belle, parce qu'en même temps les images que Robinson voit pendant sa mort, à la fois elles nous sont extrêmement coutumières, on sort tout à l'heure, on le verra, mais le film est tellement puissant et tellement bon sur cette idée qu'au bout de finalement 1 heure, on a oublié ça. C'est comment redonner une sorte de virginité à quelque chose qu'on connaît totalement. Et moi qui ne suis pas par exemple un fin gourmet, le fait de voir une tomate et un poireau et une tranche de bœuf, d'un seul coup ça prend dans la mise en scène du film une espèce évidemment de nouveau sens, quoi, si on veut. C'est ça, c'est parmi les choses que je trouve évidemment très réussies dans le film. Mais alors, je reviens sur ce générique parce que la problématique en fait qui est absolument passionnante du cinéma américain des années 70 et qu'on trouve là en partie, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du titre Make Room, faites de la place, plutôt que le titre Soleil Vert, qui est peut-être plus beau mais qui me semble moins juste par rapport à ce que raconte le film, c'est qu'on voit bien combien le Soleil Vert, ça raconte une période où on pourrait dire que dans l'histoire de l'Amérique, il y a 2 grands mouvements. Le premier mouvement, c'est l'histoire de la frontière, à savoir que l'espace, il est a priori ouvert, infiniment disponible, et il suffit toujours de reculer cette fameuse frontière pour acquérir une terre, enfin peu importe, c'est évidemment la geste américaine, le passage de la côte Est à la côte Ouest, le recul de la frontière. Et puis un jour, évidemment, la côte Pacifique et Ouest est atteinte. Et là, tout le problème, c'est comment faire lorsque l'idée de la frontière, qui est quelque chose de totalement consubstantiel de l'esprit américain, comment faire pour continuer à faire vivre la frontière alors qu'au fond, il n'y a plus d'espace disponible. Et ça, c'est c'est en même temps la fiction américaine, les romans ont beaucoup raconté ça. Comment faire alors que l'esprit américain, c'est l'idée de conquête,
d'un nouvel espace, faire reculer la frontière en permanence. Lorsque la frontière n'est plus, enfin lorsque l'espace disponible n'est plus, qu'est-ce qu'on fait avec cette frontière? Alors, il y a eu la nouvelle frontière de JFK dans les années 60, c'est la conquête spatiale. Après, il y a eu la nouvelle frontière, en gros, il faut faire reculer la pauvreté. Ça, c'était vraiment, c'est le moment juste après, si vous voulez, c'est comment à chaque fois, et même encore aujourd'hui, on se rend compte que la frontière, c'est quelque chose qui, dans le vocabulaire américain, est quelque chose de constant. Pour eux, c'est l'imaginaire, la frontière. Tant qu'il y a de la frontière, il y a un sens à l'Amérique. Quand il n'y en a plus, c'est un problème. Et ce que j'aime bien dans ce générique, c'est que ça nous montre exactement l'idée finalement au début de photos, de paysages, cette idée finalement qu'on a encore de l'espace qu'on peut conquérir, et puis d'un seul coup, on a ce qu'on appelle un split screen, c'est-à-dire un écran partagé. Et là, le problème, c'est que comme on n'a plus d'espace disponible, on se met à le surdécouper. Et c'est ce que raconte très finement aussi évidemment le film, c'est qu'il n'y a plus de place, il y a trop de monde, et donc le problème de la place n'est plus extensible, si vous voulez. Et donc c'est presque une espèce d'extension verticale, ce qui fait que tout le générique raconte cette histoire-là. C'est comment effectivement on va surdécouper de plus en plus, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus de l'espace hors des frontières, mais on va tenter de recréer de trouver de l'espace à l'intérieur d'un espace qui est fini, qui est circonscrit. Et j'aime beaucoup le générique du film pour cette raison-là. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le film. Alors, il y a d'autres choses que je voulais vous dire avant. C'est que, pardon, j'ai la voix un peu fragile aujourd'hui. C'est que il y a le film d'anticipation tel que Soleil Vert l'incarne. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de L'Âge de Cristal, de Silent Running, de Zardoz, de John Borman, de THX 1138, de Rollerball. Il y a comme ça, si ça vous intéresse, une dizaine de films majeurs à voir de la période et qui ont beaucoup de points communs. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre, c'est que c'est un genre qui fait presque le lien entre ce qu'on pourrait appeler le cinéma de la contre-culture, type Le Lauréat que vous avez vu, et puis le cinéma conservateur. Le cinéma conservateur, ça serait beaucoup plus jugé dans la ville, par exemple, etc. Parce que je l'avais peut-être dit il y a un mois maintenant, c'est que quand on parle de Nouvelle Hollywood, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des films dits du Nouvelle Hollywood, avec une esthétique particulière, accent sur les minorités, un nouveau rapport, si vous voulez, au monde, etc. Mais il y a eu aussi, dans les années 70, des films de papa, quoi. On a continué à faire des films qui ne cessaient de réaffirmer les valeurs fondatrices, classiques, voire académiques de l'Amérique. Et donc, ce qui est formidable avec le film d'anticipation, c'est que c'est un film qui conjugue les deux, si vous voulez. C'est que d'un côté, la catastrophe, dans le cinéma américain, elle a toujours une fonction, on pourrait dire, réactionnaire. J'essaierai de vous expliquer pourquoi. La Tour Infernale, par exemple, Tremblement de terre, l'Odyssée du Hindenburg, enfin tous ces grands, ou même Les Dents de la Mer d'ailleurs. Les Dents de la Mer étant un film catastrophe, enfin en tout cas la première partie du film. Bon. Et la catastrophe, c'est quelque chose qui est profondément... on pourrait dire réactionnaire dans les années 70. Ça veut dire quoi la catastrophe? C'est qu'au fond, alors que l'Amérique a été fragilisée par les mouvements, la libération des mœurs, les minorités, etc., l'Amérique se lézarde, s'atomise, se fracture, si vous voulez. La catastrophe, c'est un peu comme le monstre. Il y a une très très bonne façon de la ressouder, c'est de lui balancer un déluge, un péril atomique, un feu gigantesque comme dans la Tour Infernale. Et ce qui se passe généralement dans ces films catastrophes-là, c'est qu'on se rend compte que ce sont souvent les vieux qui s'en sortent ou ceux qui sont encore fidèles à des valeurs classiques américaines des années 50. Et la plupart du temps, c'est assez drôle de se dire que ce qui déclenche la catastrophe, que ce soit dans les Dents de la Mer ou dans la Tour Infernale, c'est souvent des gens issus de la contre-culture. C'est contre ça que la catastrophe se bat. Si on balance un déluge, c'est parce qu'il y a trop de contre-culture. Dans Les Dents de la Mer, par exemple, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fait un peu nuit, on a une image, vous l'avez vu, Les Dents de la Mer, Les Dents de la Mer s'ouvrent par une image cliché, mais volontairement, cliché et presque péjorative, de ce qu'est la contre-culture. Autrement dit, des jeunes qui ressemblent un peu à des hippies, qui jouent de la guitare, qui fument des joints et qui baisent avant le mariage, quoi. Et ça, c'est pour ça que Spielberg est un cinéaste, en tout cas qui a été de ce point de vue-là vraiment un cinéaste réactionnaire dans les années 70. Les Dents de la Mer, ça s'ouvre comme ça. Et souvenez-vous, ils sont autour d'un feu de camp, puis il y en a deux qui commencent à s'échapper. On se dit, bon là c'est parti, il y aura un certain type de rapport qui va avoir lieu entre eux. Et au moment où la fille donc, se dénude, elle rentre dans l'eau, et il lui a même pas le temps d'enlever son pantalon, que déjà un requin a mangé la fille. Bon. Et il y avait un critique français, évidemment Serge Danet, qui avait écrit un texte génial sur Les Dents de la Mer, qui raconte ce que c'est que le film catastrophe, et qui disait, mais finalement, c'est quoi le requin dans le film?
Le requin, c'est celui qui a reniflé, qui avait quelque chose de pourri à l'intérieur de l'Amérique, tout simplement, et qui vient le manger. Et quelque chose de pourri, c'est la contre-culture. Et les dents de la mer s'ouvrent par ça, par une espèce d'acte qui fait que le requin vient dévorer en 75. La contre-culture, elle est plutôt très très dépressive à ce moment-là. Tout a échoué. On y reviendra au moment de Phantom of the Paradise. C'est plus l'euphorie de 68-69, 75. Bon. Et le requin des dents de la mer, il sert à ça. Il dit qu'il faut purger l'Amérique de tous ces mouvements contestataires, tous ces mouvements un peu libertaires, cette libération des mœurs, etc. Il faut revenir à des choses un peu fondamentales. Et là, on a Quinlan, le chasseur de requins, qui arrive, etc. Donc c'est intéressant parce que et la Tour Infernale, c'est notamment à cause d'un espèce de fils de promoteur joué par Richard Chamberlain, un peu jouisseur, dandy et efféminé, que la catastrophe arrive. Que si vous vous amusez à voir quelles sont les origines des films des catastrophes dans ces films-là, en général, ce sont que des gens qui sont issus de cette espèce d'Amérique de la fin des années 60 qui a fait de Nouvelle Hollywood. Donc la catastrophe, elle sert à ça. Elle sert à punir, d'une certaine façon. À la fois, c'est l'idée de l'Amérique que l'Amérique se fait d'elle-même. On dit l'Amérique, elle est à la mesure, évidemment, elle choisit ses ennemis à sa mesure. Autrement dit, c'est Dieu, c'est la nature avec un grand N, si vous voulez. Mais elle permet aussi de punir ça. Ce qui fait que, généralement, qu'est-ce qui prévaut à la fin des films catastrophes? C'est pas du tout ceux qui ont des idées théoriques sur la question des rapports hommes-femmes, des rapports politiques, etc. C'est ceux qui sont virils, qui ont du courage, qui n'ont pas peur de se lancer dans les flammes, etc. Autrement dit, c'est quelque chose qui revient aux valeurs classiques de l'héroïsme américain, alors que l'héroïsme américain dans les années 70, il a évidemment pris un sacré coup dans l'aile, si vous voulez. Donc ça, c'est la dimension très conservatrice des films catastrophes. C'est assez intéressant parce que si ça vous intéresse, mais il y a deux, on pourrait presque se dire que dans le cinéma américain de l'époque, il y a deux filmographies catastrophes, si vous voulez. Il y a la filmographie du film catastrophe type La Tour Infernale, Tremblement de terre, et puis il y a la catastrophe qui parcourt la plupart des films de la période. Et bon, moi je pense qu'il y a un grand cinéaste qui a fait de la catastrophe son mode quasi permanent, c'est Robert Altman, dont vous avez vu John McCabe. Nashville, c'est un film catastrophe. Si ce n'est que ce n'est pas une catastrophe qui a lieu via la nature, etc. C'est une catastrophe démocratique, c'est une catastrophe humaine, de gens qui éclatent, qui ne se comprennent pas, et qui se terminent par un assassinat. La catastrophe, elle peut aussi toucher le couple. Le couple, c'est aussi un vrai problème dans ce 15 et 70, comment faire tenir un couple ensemble. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le cinéma d'anticipation, si vous voulez, tel que Soleil Vert l'incarne, c'est un cinéma qui en fait se situe presque dans l'entre-deux. C'est qu'à la fois il y a une catastrophe, alors pour être précis, il y a eu une catastrophe, c'est un cinéma qu'on appelle post-catastrophe, si vous voulez. C'est pas contrairement à la Tour Infernale, ça nous met pas dans le présent d'une catastrophe qui a lieu et voir qui va survivre. Là, dans Soleil Vert, la catastrophe a déjà eu lieu, donc on débarque dans une Amérique nouvelle, qui a un nouveau système de règlement, un nouveau système politique, parce qu'il y a eu une catastrophe. Bon. Donc ça, c'est presque ce qui emprunte au film catastrophe son motif un peu classique. Et en même temps, ce qui est évidemment très intéressant, c'est qu'on se rend compte que tous les gens dans le film qui vont tenter de comprendre ce qui se passe sont des gens qui, à chaque fois, vont retourner à la source, à l'origine. C'est que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'un des grands mouvements du cinéma d'anticipation, c'est toujours la société nouvelle qu'on nous présente. Généralement, elle est totalitaire, même déguisée. Pour ceux qui ont vu Rollerball, Silent Running, Soleil Vert, c'est une société totalitaire, c'est Métropolis. Les riches vivent dans des tours avec beaucoup d'espace, etc. Et puis les pauvres sont parqués comme du bétail dans les rues, des cages d'escalier, avec cette séquence très célèbre des pelleteuses. Et Richard Fleischer disait que c'était pour lui aussi une façon de faire remonter le souvenir des camps du XXe siècle, comme étant, c'est aussi évidemment le siècle de la Shoah. Et donc ces images, puis d'ailleurs à propos de la Seconde Guerre mondiale et des camps, il y a beaucoup, me semble-t-il, mais ça il faudrait réfléchir plus longuement, beaucoup d'allusions dans le film à tout ça. Sol Roth, évidemment, le personnage qui est évidemment juif, que joue le rôle de Robinson, cette espèce d'officine dans lequel tous se réunissent, l'échange, l'endroit où ils s'échangent les livres prohibés, c'est quelque chose qui évoque, on a presque le sentiment d'avoir les chasseurs de nazis dans Marathon Man. Alors c'est une lecture aussi possible du film, d'où la dimension palimpseste de Soleil Vert. C'est que ça ne nous dit pas uniquement, oui c'est de la fiction, il y a évidemment le péril écologique sur lequel on pourrait dire surfe le film, le choc pétrolier 73, mais ça raconte aussi un autre type d'histoire de l'exploitation de l'homme par l'homme, les surhommes, les sous-hommes, le cannibalisme des cadavres, etc. C'est-à-dire que c'est un film, et moi c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est d'ailleurs, il est sombre ce film. Il pue un peu la mort dans tous les plans. C'est quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui est très, très pesant quand on le voit.
Et c'est aussi parce qu'évidemment, il y a le souvenir d'autres épisodes évidemment atroces du XXe siècle qui affleurent comme ça à la surface de façon toujours discrète. C'est évidemment jamais dit, mais moi je pense que quand on voit le film, on y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti, mais ça me semble absolument évident. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tous ces films catastrophes, ces sociétés post-catastrophes plus précisément, elles sont fondées sur effectivement un régime totalitaire, donc ça on l'a vu, mais sur l'idée presque d'une origine, d'un événement mythique qui a fait qu'on en est arrivé là. C'est ça qui est évidemment intéressant. Et les personnages principaux de ces films-là, que ce soit James Caan dans Rollerball ou Charlton Heston dans Soleil Vert, sont des gens qui vont repartir à la source de la mythologie de cette nouvelle société, si vous voulez. Elles veulent savoir si l'événement mythique fondateur, il est vrai, et sur quoi il est fondé. C'est pour ça que c'est la société totalitaire sur laquelle se fondent les post-catastrophes. C'est une société qui est au fond une société qui postule l'amnésie de l'histoire. C'est ça qui est très intéressant. Hein, l'histoire, le savoir, c'est ce qui est banni, évidemment, absolument. D'ailleurs, le truc le plus précieux dans Soleil Vert, c'est le livre. Hein. C'est ce par quoi on va, évidemment, on va comprendre ce qui se passe, l'événement historique que la corporation agroalimentaire Soyland veut évidemment biffer. C'est le savoir, elle est contenue dans ce livre, hein, évidemment, que Solroth et la bande vont décoder, si vous voulez. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont tous des films qui à chaque fois mettent en jeu l'origine. À savoir, il faut retourner à l'origine de cette société-là pour comprendre ce qui se passe. Et on se rend compte, c'est vrai dans Silent Running, dans L'Âge de Cristal par exemple, qu'à chaque fois, on retombe sur pour ceux qui ont vu ces films-là, on retombe sur la réalité de la nature. Par exemple, dans THX 1138, le mythe mensonger sur lequel est fondée cette société totalitaire type Orwell, c'est l'idée que la nature a été dévastée. Hein, donc tout le monde vit sous terre. Donc tout le monde croit à ce récit fondateur politique, si vous voulez. Puis il y en a un, en l'occurrence Robert Duval, qui un jour va se poser des questions. Il va se dire, mais est-ce que c'est vraiment comme ça à la surface de la Terre? Et puis, il va enquêter, puis un jour, quand il va sortir, il va se rendre compte que la Terre, en fait, elle va très très bien. Hein. Et dans L'Âge de Cristal, c'est exactement la même chose. Hein. L'Âge de Cristal, ça raconte l'histoire d'une société qui est comme toutes les sociétés totalitaires, qui sont à la fois, c'est Disneyland, si vous voulez. C'est à la fois très doux, très acidulé, en même temps c'est l'horreur, enfin, pour ceux qui sont allés à Disneyland. Avec toujours les mêmes petites musiques sans arrêt, qu'on adore Mickey à 10h du matin, à 14h, si on le voit, on a envie d'étrangler. Ça fonctionne comme une espèce d'une ritournelle totalement, c'est de la torture pure, quoi. Et donc, dans L'Âge de Cristal, c'est des personnages qui vivent dans une société pour laquelle le pacte est simple, arrivé à 30 ans, on doit mourir. Hein, c'est une façon de résoudre le problème de la surpopulation. À 30 ans, il y a un mystérieux rite initiatique qui veut que évidemment, tout le monde meure. Et un jour, évidemment, pour des raisons, là, en l'occurrence amoureuses, il y en a un qui décide, qui refuse. Hein, il arrive, il a 30 ans, il se sent très bien, il tombe amoureux d'une femme, il ne veut pas mourir, donc il va repartir à la recherche de l'événement fondateur mythologique de cette société-là. Et il se rend compte que la nature, évidemment, elle existe, est luxuriante, etc. Alors, pourquoi je vous parle de la nature? Parce que vous voyez bien la différence qu'il peut y avoir dans l'utilisation de la nature entre le film catastrophe type La Tour Infernale, elle est là pour punir la nature, elle purifie, elle fait le tri entre on pourrait dire entre les conservateurs et les progressistes, entre cette espèce de contre-culture un peu bizarre, et puis ceux au contraire qui sont attachés à des valeurs un peu ancestrales. Donc elle sert à ça, la catastrophe, dans les films catastrophes. Mais dans les films d'anticipation, la nature, elle sert uniquement à montrer ce qui est refoulé. Hein, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la nature, dans l'esprit du film d'anticipation, c'est précisément tout ce que les sociétés totalitaires refoulent. Parce que la nature, c'est l'espace alors qu'il n'y en a plus. Hein. C'est l'idée que c'est incontrôlable alors que ce sont des sociétés qui veulent absolument tout contrôler, évidemment. Hein. C'est l'idée presque d'une jouissance qu'on n'arrive absolument pas à maîtriser. L'idée d'un équilibre qui n'existe pas forcément. C'est pour ça que c'est assez beau dans Soleil Vert, comme dans tous ces films-là, l'obsession évidemment de l'équilibre. Hein, il faut que c'est des sociétés où l'évolution n'existe plus. Hein, alors que la nature, c'est évidemment, conceptuellement, le contraire de ça. Il faut que tout soit évidemment pareil et on trouve des façons de dépenser l'énergie des gens. Alors dans Rollerball, ce sont des jeux, dans d'autres, peu importe. Et donc tout ça pour dire que la nature, dans ce film américain des années 70, elle est utilisée de façon totalement, on pourrait dire, antithétique, ou bien elle sert à réaffirmer un espèce d'ordre divin, providentiel, un peu archaïque, ou alors au contraire, elle est le signe de ce qu'on refoule, parce que la nature, au fond, c'est le berceau de la contre-culture. C'est dans Silent Running, vous avez tous vu Silent Running? Non?
c'est un film extraordinaire. Douglas Trumbull, co-scénarisé par Michael Cimino. Et dans Silent Running, c'est l'histoire, on est dans l'espace, et puis il y a plus de vie possible sur Terre parce qu'il n'y a plus de végétation, tout simplement. Et on a décidé de maintenir dans quelques serres artificielles dans l'espace des coins, des tout petits bouts de ce qui reste de la végétation et de la nature humaine, de la nature végétale, pardon, de la Terre. Et il y a un personnage joué par Bruce Dern qui est chargé évidemment de maintenir tout ça en vie, de veiller à tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce film-là, Bruce Dern, il a tous les stigmates, si vous voulez, du hippie. Il a les cheveux longs, il écoute John Baez. Il a vraiment, c'est l'homme qui incarne le hippie, et c'est l'homme qui incarne évidemment le gardien de la nature. Et le jour où il faudra, d'autres consortiums voudront évidemment la faire disparaître, l'évacuer. Donc c'est intéressant parce que la nature dans tous ces films, elle ne joue pas du tout évidemment le même rôle, si vous voulez. C'est pour ça que quand on parle du film catastrophe, qui est le cinéma catastrophe classique, comme La Tour Infernale, Tremblement de Terre, qui est un cinéma de la punition, si vous voulez, qui est le cinéma du retour de bâton par rapport au début du Nouvel Hollywood. Le vrai film catastrophe commence en 72-73, précisément où, si on est un peu précis, les films du Nouvel Hollywood commencent à avoir un peu la gueule de bois, si vous voulez. D'ailleurs, maintenant, on va commencer à rentrer dans le moment un peu gueule de bois du Nouvel Hollywood. Je vous en avais parlé pour ceux qui étaient là au tout début, c'est que le Nouvel Hollywood, on pense souvent que c'est une période un peu homogène, en gros 67-80, et en fait pas du tout. C'est-à-dire que quand on rentre à l'intérieur de cette décennie-là, on se rend compte qu'il y a un moment euphorique, qui est presque très positif, où on croit que la révolution, que la contre-culture va devenir une réalité possible, et à partir de 71-72, c'est à la fois la catastrophe du Vietnam, le Watergate, on peut multiplier les exemples. Mais 72, c'est, me semble-t-il, le moment de bascule de l'histoire du Nouvel Hollywood, si vous voulez. Et après, c'est le désenchantement qui va prévaloir, alors que c'est plutôt l'euphorie qui prévaut au début, si vous voulez. Et là, on rentre avec tous les films qu'on va voir à partir de maintenant, Phantom of the Paradise, Taxi Driver, Parallax View, etc. C'est vraiment le Nouvel Hollywood désenchanté. Si vous voulez, le Nouvel Hollywood mélancolique. Et on rentre vraiment dans cette période-là. Ce qui fait que le cinéma catastrophe, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne commence pas en 68-69. Il commence en pleine période, si vous voulez, nixonienne. C'est ça qui est très intéressant. Comme un retour de bâton de ce qu'on appelle la majorité silencieuse à l'époque, qui en avait marre de voir des hippies hirsutes, ou des gens qui doutaient de l'héroïsme, des héros pas vraiment virils, un peu efféminés, un peu losers, Pacino, Gene Hackman, tous ces gens-là, pour eux, John Voight dans Macadam Cowboy, tout ça c'est le contraire de ce qu'a été évidemment le héros américain classique. D'une certaine façon, dans les années 70, il y a un retour de bâton de tout ça. Il y a plusieurs catégories de films qui rentrent là-dedans. Il y a ce qu'on appelle les vigilantes movies. D'un seul coup, la police se met à avoir des doutes, alors on ne peut plus compter sur elle pour faire respecter la loi, donc retour à la loi du talion, à la loi du western, et là c'est tous les films où d'un seul coup le citoyen se retransforme en justicier pour tous. Alors il y a eu Charles Bronson, je suis dans la ville, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais disons que ça rentre dans cette catégorie-là. Walking Tall, un film qui s'appelait Justice Sauvage, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, trilogie très très populaire à l'époque aux États-Unis, qui était la version du Vigilant Movie, non pas urbain, comme Charles Bronson, mais campagnard. Cette fois, c'était un truc très très à la Murnau, quoi. C'est-à-dire que ça raconte c'est l'histoire de la campagne, parce qu'évidemment, autant dans l'imaginaire, mais ça c'est vrai dans l'imaginaire occidental, je parle de Murnau parce que c'est l'aurore, la ville c'est le lieu des vies, c'est Babylone, et la campagne c'est là où tout va bien, c'est très très beau, c'est pur, innocent. Alors bon, Charles Bronson, il s'occupe de Central Park et de New York, dans la ville, et il chasse évidemment tous les délinquants, qui sont tous hippies, portoricains ou noirs. Et le même phénomène, c'est à toucher la campagne. Ce qui est encore pire, évidemment, parce que tous ces petits gens, ces petits Américains, en gros, un peu le Texas profond, qui pensaient être à l'abri de la contre-culture qui touchait les villes, type San Francisco, etc., se rendaient compte qu'eux aussi étaient gagnés par ça et par une forme de corruption et de vice. Et donc, il y a eu notamment un personnage qui s'appelle Bufford Pusser, qui est un shérif inspiré d'un véritable shérif qui a existé, qui lui, un jour, devant la décadence de sa campagne profonde américaine, a décidé de prendre les armes, d'abord la batte de baseball, et ensuite les armes pour faire à nouveau régner la loi. C'est intéressant parce que ça, c'est des mouvements, on pourrait dire, un peu réactionnaires qu'il y a eu dans le cinéma américain de l'époque, comme le film Catastrophe. Le film Catastrophe, c'est un autre type de cinéma qui se venge, si vous voulez, de la contre-culture, quoi.
Ouais, mais du coup, comment est-ce que vous situez le choix de Charlton Heston par rapport à ce héros américain justement qui est en train de se casser la figure, parce que lui c'est quand même l'incarnation de la virilité américaine. Oui, mais alors c'est vrai. Alors en même temps, c'est compliqué parce que Charlton Heston, d'abord, Charlton Heston, l'image qu'on en a aujourd'hui. D'abord, si on commence par là, je sais parce que je l'ai souvent testé. Les gens se disent, c'est vraiment ce gros con président de la NRA, grosso modo. Bon, très bien. Une fois qu'on a dit ça, on replonge dans l'histoire du cinéma américain. Et là, on se dit, c'est l'homme qui, dans 58, dans La soif du mal d'Orson Welles, lutte contre la corruption incarnée par Welles. Bon, il a été effectivement, il a été bénu, il a été un nom. Et ce qui fait que si on oublie ce qu'est devenu Charlton Heston, d'une certaine façon, comme on peut oublier ce qu'était devenu Dennis Hopper. Souvenez-vous que Dennis Hopper était devenu un républicain convaincu, alors que Peter Fonda était resté bon. Si on oublie ça, on se rend compte que Charlton Heston, il a, à mon avis, incarné presque une forme de virilité, mais au moment où la vérité n'était plus possible. Charlton Heston, c'est le dernier rempart, c'est d'où évidemment Moïse, si vous voulez, c'est le dernier rempart d'une Amérique qui se rend compte que l'Amérique, c'est plus possible. C'est pour ça que c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un mélange à la fois de conservatisme, parce qu'effectivement, il incarne aussi cette espèce de héros un peu massif, un peu fort, viril, etc. Et c'est à la fois un mur de conservatisme et de doute très progressiste, si vous voulez. La planète des singes, c'est lui. Il a joué, c'est pas pour rien qu'il joue dans autant de films liés à l'avenir de l'Amérique, c'est-à-dire que ça devient le dernier survivant, enfin le fameux survivant de Boris Sagal, c'est encore lui. Le dernier survivant, c'est lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Charlton Heston, il ne veut pas survivre en faisant abstraction de l'horreur. Il survit parce qu'il révèle aux autres ce qui est arrivé. Alors évidemment, le planète des singes, Soleil vert, tout en tentant malgré tout de restaurer, de conserver, on pourrait dire, une forme de rectitude. Je pense que pour moi, Charlton Heston, c'est pas tant le conservatisme que la rectitude morale absolue. La soif du mal, c'est typique. Dans cette espèce de monde qui part complètement à volo, de drogue, de corruption de policiers, de journalistes, etc. C'est le seul, qui paiera très cher dans le film de Wells, qui tente, qui tente de maintenir une rectitude morale. Ce qui fait que c'est pas tant l'homme des valeurs un peu passéiste, qui serait un peu anachronique dans les années 70. C'est l'homme qui, finalement, incarne la rectitude, une sorte de morale, si vous voulez, américaine. Et alors après, évidemment, il y a ce qui deviendra et l'image qu'on en a aujourd'hui. Mais ça, c'est le cas de malheureusement beaucoup d'acteurs où leur image publique, après, malheureusement, parasite un peu ce qu'ils ont fait. Je pense qu'on le connaît en France avec Alain Delon, par exemple. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a une image publique auprès du milieu culturel qui est catastrophique, et pourtant c'est un immense acteur. Bon. Et l'un, au bout d'un moment, malheureusement, fait écran à l'autre, et puis peut-être que si Depardieu continue, dans 10 ans, on ne pourra plus le voir en peinture. C'est dommage, parce que c'est aussi un immense acteur. Delon, c'est immense, c'est absolument immense, quoi. Et Charlton Heston, voilà, c'est beaucoup plus complexe que le président de la NRA, quoi. Mais c'est pas inintéressant qu'il ait été. D'ailleurs, j'aime bien un des derniers plans de Soleil vert, lorsqu'on on repart sur des images qu'on a vues une demi-heure auparavant. Ce plan de plage sur lequel Fleischer reste assez longtemps, qui est évidemment aussi une évocation du dernier plan de la planète des singes. C'est cette idée. Alors, après, sans tomber dans le délai interprétatif, c'est cette idée aussi que finalement, le problème de l'Amérique, c'est qu'un jour, elle a atteint le rivage, quoi. C'est qu'un jour, elle a atteint la côte ouest, qu'elle a atteint l'océan Pacifique. Et son grand problème, au fond, c'est ça. C'est de reformuler de nouvelles utopies, un nouveau rêve, une nouvelle dynamique, alors qu'on bute sur la mer. Et j'aime cette idée que la fin de la planète des singes, vous avez tous ça en tête, évidemment, qui est une image plus que célèbre, évidemment. Lorsque Charlton Heston découvre la Statue de la Liberté enfouie, il se rend compte que c'est pas le passé, que c'est pas le futur, mais c'est le passé. Cette image-là, elle a lieu aussi sur un rivage. Il faut aussi se rappeler qu'il y a eu un film de Stanley Kramer qui s'appelait Le Dernier Rivage en 59. Et cette question du rapport de la fin de l'utopie avec la mer, et donc avec la dynamique de la frontière, c'est quelque chose qui est typique du cinéma américain, quoi. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas aimé le film, tout simplement? Parce que, vous voyez, c'est possible aussi. J'aurais voulu faire une petite remarque sur la fin. Ce qui m'a frappé, c'est que quand ils emmènent Charlton Heston dans la toute dernière séquence, il veut dire à tout le monde dites la vérité. On a l'impression que le commissaire ne le croit pas du tout, qu'il le croit fou. Ça me fait beaucoup penser à la fin de l'Invasion des profanateurs. Ouais. Et je me dis, c'est un film où il y a un rapport au simulacre et au mensonge qui est peut-être assez similaire et qu'on retrouve dans plein d'autres films. Ouais, alors
je vais rapidement ce que The Profanator pour ceux qui... Vous connaissez The Profanator? Alors ça, c'est pas possible de continuer sans avoir vu ça s'appelle Invasion of the Body Snatchers en français. Il y a eu 3 versions, et la première version date de 56, et c'est Don Siegel qui a réalisé donc ce film-là. Don Siegel, c'est l'homme de Tuer Charlie Varrick, de Inspector Harry, etc. Et ça raconte l'histoire d'une petite ville, c'est à l'époque de la guerre froide, Santa Mira, qui un jour est victime d'un drôle de phénomène, puisque un médecin reçoit des gens dans son cabinet qui lui disent mon père n'est pas mon père, ma grand-mère n'est pas ma grand-mère, mon oncle n'est pas mon oncle. Bon. Vous avez vu ce film? Il y en a eu 3, il y a eu 4, j'ai oublié la dernière. Donc il y a eu 3 versions, celle de Siegel, celle de Kaufman en 78 et celle d'Abel Ferrara ensuite. Bon. Et donc l'idée c'est tiré d'un roman de Jack Finney. L'idée extraordinaire, cette idée que finalement celui que je connais est à la fois le même et radicalement autre. Alors lui, au début, quand il voit arriver tous ces gens, c'est une petite bourgade américaine type Joe Dante ou Tim Burton, tout le monde se connaît. Bon. Et au début, il pense à alors soit il a d'abord une petite maladie privée, et puis après un phénomène d'hallucination presque collective, si vous voulez, avant de se rendre compte que non, c'est vrai, que les gens de cette petite communauté-là sont les uns après les autres remplacés par des répliques, mais strictement identiques physiquement, par des cosses extraterrestres. Pendant leur sommeil, ils sont remplacés par des extraterrestres, si vous voulez. Le titre original à l'origine, c'était Sleep No More, ne dormez plus, pendant leur sommeil, sachant que la seule façon de ne pas être remplacé, dupliqué par son double, si vous voulez, extraterrestre, c'est de ne pas dormir. C'est une idée formidable. Donc, on est en vie tant qu'on ne dort pas, quoi. C'est aussi une très très belle métaphore de la veille. Il ne faut jamais s'endormir devant l'état du monde. Dès qu'on s'endort, on se réveille, c'est la mort. Donc il faut toujours être la sentinelle, quoi. La sentinelle, c'est celle qui ne dort pas. Bon. C'est facile à dire, mais c'est une très belle métaphore. Et donc, le film, qui est un chef-d'œuvre absolu. D'ailleurs, on ne l'a pas programmé parce que c'est un film qui date de 56. On aurait pu mettre la version de 78 de Kaufman, mais c'est un des films matrices de l'histoire du cinéma américain, qui a influencé beaucoup de cinéastes et beaucoup d'autres films. Et donc, le film tel que je voulais raconter, c'est le film tel que le voulait Don Siegel. Mais lorsque les producteurs voient le film, la première version du scénario, ils se disent mais il y a un problème, c'est qu'en fait, ça met beaucoup de temps à ce que finalement l'histoire de démarque, les extraterrestres arrivent, on s'ennuie, tous ces gens, mon père n'est pas mon grand-père, mon machin, etc. Bon, tout le monde s'ennuyait. Donc, ils ont eu la très bonne mauvaise idée de dire bon, on va faire un prologue. Autrement dit, le film s'ouvre avec le personnage principal qui a l'air totalement halluciné sur une autoroute de Californie, qui marche à contresens du sens des voitures, et qui tente de les arrêter en disant you're next, vous êtes le prochain, etc. Et ça, c'est la façon dont le film nous adresse nous en tant que spectateurs, si vous voulez. Et il débute avec une séquence où ce type-là est recueilli dans un commissariat de police et interrogé par des gens qui lui demandent mais qu'est-ce qui vous arrive, etc. Et là, il révèle, il s'est passé quelque chose de terrible, je vais vous raconter l'histoire, et l'histoire débute sous la forme d'un gigantesque flashback. Façon de maintenir l'attention du spectateur. Et Don Siegel, lui, ne voulait pas ça. Il voulait que le film commence un peu comme une espèce de soap opéra avec Doris Day, de façon totalement ordinaire. C'est ça qui est très très puissant dans le film. Il faut que ça commence presque comme une petite série télé anodine avec des personnages pas intéressants, des voisins qui disent bonjour, ce qui est jamais intéressant, le laitier qui vraiment fait que ça commence comme une sorte de caricature de l'American Way of Life des années 50, peu à peu gangréné par ce scénario-là. Les producteurs à l'époque ont voulu au contraire que le film commence de façon un peu violente pour que même les séquences ordinaires soient un peu frappées d'une inquiétude. Alors, ça marche aussi, mais bon. Et c'est pour ça que vous parliez du rapport avec les Body Snatchers à la fin de Soleil Vert. Et alors ce que j'aime bien dans le film, entre parenthèses, le personnage du chef de la police, Hatcher, c'est qu'en fait, Fleischer ne le juge pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont profondément négatifs, évidemment le gouverneur, évidemment le tueur à gages, Chuck Connors d'ailleurs, je ne sais pas si cette gueule vous dit quelque chose, c'est une gueule importante du cinéma américain de l'époque. Il a joué, vous imaginez, que des rôles de méchants ou de psychopathes, bon, un peu comme Jack Palance, il a des traits très, très forts, mais c'est un super acteur. Et eux, ils se taillent la part négative, si vous voulez. Bon. Par contre, dans le cas de Hatcher, le détective, pas vraiment. C'est quelqu'un qui a à la fois totalement conscience de ce qui se passe, mais il le dit, mais qui a décidé d'un seul coup de classer l'affaire, en gros, ce sont les gens qui nous dirigent. Il a totalement conscience de ça.
et en même temps, il sait qu'il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas le courage, justement, de Charlton Heston d'une certaine façon. Donc c'est un peu les lâches qu'on est tous, quoi. C'est ça que j'aime bien, parce qu'on est tous beaucoup plus comme lui que comme Charlton Heston, quoi. Et Fleischer le juge pas, c'est-à-dire qu'il en fait un personnage qui, d'ailleurs, Charlton Heston à aucun moment il finalement ne le réprimande véritablement. Il le comprend aussi. Hein. C'est un très beau moment où tu lui dis, cette fois la montre, je pourrais pas te la réparer. Ce qui est une façon de dire, là on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas à la même heure. Voilà. Il ne dit pas plus que ça, mais il le dit suffisamment. Hein, cette fois, je te réparerai pas la montre. Hein. Ouais, oui. Oui, mais à l'époque, c'est vrai. Mais à l'époque, il y a des acteurs noirs, ils intègrent, indépendamment de la blaxploitation d'ailleurs, hein, mais ils sont là, La Nuit des Morts Vivants, l'acteur principal est un noir. Vous voyez, il y a eu un film, je pense, un film qui s'appelle Bone, je ne sais pas si vous l'avez vu, un film de Larry Cohen, 70. Hein, il y a Fête Koto, enfin, voilà, l'acteur noir. D'ailleurs, c'est quelque chose qui sera repris même dans la série des Armes Fatales, puisque le chef de Mel Gibson et Danny Glover était le flic et un noir. Enfin bon. Mais je pense qu'à l'époque, c'est même plus. D'ailleurs, au moment où le film est réalisé, 72-73, la question raciale se pose même plus. C'est-à-dire que les avancées ont déjà eu lieu depuis en gros une dizaine d'années. Hein, la question de l'acteur noir dans le cinéma américain, elle était très problématique, même au début des années 60. Au milieu des années 70, elle l'est plus du tout, quoi. Alors c'est drôle parce que Richard Fleischer fera d'ailleurs un film qui s'appelle Mandigo. Je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu. Hein. Mandigo, c'est la version, si vous voulez, trash. De Autant emporte le vent. Hein, c'est très 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 beau. Je ne vais pas vous dévoiler plus que ça. C'est un film qui est un film relativement violent, qui a fait assez scandale à l'époque, et c'est drôle de dire que c'est Fleischer qui l'a réalisé, quoi. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Soleil Vert finalement tient aussi bien la route, c'est qu'on se rend compte que c'est pas du tout un film qui fonde sa nouveauté sur les effets spéciaux ou les trucages. Hein, c'est que pour moi, c'est aussi la qualité de la réalisation de Fleischer, c'est qu'il nous fait croire immédiatement au monde qu'il est en train de montrer. Il y a très très peu de choses de trucage. Il y a 2-3 ce qu'on appelle des matte paintings, c'est-à-dire des décors qui sont peints. On peut même le voir. On voit qu'il y a des surfaces, voilà, notamment de la ville, la séquence où l'homme de main au début s'introduit chez Simonson. On sent que l'arrière-plan, hein, via les canaux, est dessiné, etc. Mais en même temps, c'est un film qui joue très très peu sur la question des effets spéciaux, avec des trucages. Fait que beaucoup de films de la période qui ont joué cette carte-là, finalement, ont beaucoup moins vieilli. Hein. Après, il y a toujours la question, évidemment, qui moi m'amuse toujours, des ordinateurs et des jeux vidéo. C'est que quand on voit ce à quoi on joue aujourd'hui en 2012 et ce qu'on imaginait en 2044 avec ce Space Invader, hein, avec 4 trous, c'est toujours assez drôle. En même temps, on se dit que s'ils avaient été capables de faire ce qu'on fait là, à l'époque, évidemment, ça changeait tout. Enfin, c'est miraculeux, mais c'est assez drôle. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, il y a le film... disons que je ne suis même pas sûr que ce soit forcément le plus intéressant du film, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même une opposition très très franche entre évidemment deux Amériques, mais quelque chose qu'on a vu encore une fois, ça vient de Metropolis, ça, hein, et jusqu'à Land of the Dead de George Romero, c'est-à-dire qu'on a toujours cette idée d'un côté une espèce pour le coup d'Amérique qui a le droit, qui a accès à des choses, à des biens. Là, ce qui est très très beau dans la mise en scène de Fleischer, c'est la façon dont la première fois Joseph Cotten apparaît. Joseph Cotten qui joue le rôle de Simonson avec son mobilier, hein, c'est le sentiment de deux individus perdus dans un espace trop grand. Alors qu'à chaque fois qu'il va filmer évidemment les gens du peuple, de classe sociale défavorisée, il joue évidemment l'effet inverse, cage d'escalier, l'église, etc. Hein, c'est la désertification d'un côté, on pourrait dire l'entassement de l'autre. Et il s'amuse beaucoup évidemment avec ça, mais il s'amuse aussi à nous raconter deux rapports aussi bien à la nature. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que le gouverneur Santini, qui est dans la bulle, le dernier arbre qui reste, hein, lui, on se rend compte que la nature, c'est pas quelque chose qu'il fait vivre. Hein, c'est presque c'est comme une sorte de décor. C'est un objet luxueux. C'est pour son plaisir des yeux. Hein, ça n'a rien à voir avec la dimension vitale du peuple, en l'occurrence le plancton des océans, parce que c'est une raison pour laquelle on fabrique du soleil vert. C'est qu'un des mensonges de la société sur laquelle est fondé le film, c'est qu'il n'y a plus de plancton. Et que cette espèce d'algue marine, en fait, pas du tout. Hein, ça a disparu. Et donc le film joue en permanence sur les oppositions, évidemment, entre les deux castes. Hein, si vous voulez, la caste des riches, des pauvres. Ce que j'adore, c'est la façon dont on serait presque prêt comme Charlton Heston et Robinson, à lécher une cuillère avec de la couture de fraise dessus. Ce qu'on ferait absolument jamais aujourd'hui, me semble-t-il. Mais qu'il arrive à redonner
à des choses extrêmement triviales, basiques, simples, une espèce de rareté. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait d'un seul coup un arc-en-ciel qui arrive dans le cadre lorsqu'on voit une pièce de bœuf ou une tomate. Et ça, il faut du talent pour faire ça. Donc ça aurait pu être très très vite ridicule, je veux dire. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans cette société, dans cette caste, justement des privilégiés, si vous voulez, sauf Simonson, qui lui est différent, il a compris, donc comme il est différent, il est tout de suite tué évidemment, comme un sauvage, c'est assez intéressant d'ailleurs. Les autres, en fait, ont un mode de vie qui va avec, c'est-à-dire que le fait de considérer que la femme est un mobilier, c'est la façon dont disons que notre situation sur l'échelle sociale ne va pas de pair avec une évolution des mœurs, ou une forme d'intelligence morale. Ces gens-là, ils sont évidemment, ils ont beaucoup d'argent, ils habitent le Chelsea West, ils habitent des appartements absolument somptueux. En même temps, ils se comportent comme les machos moyenâgeux. Et ça, j'aime bien toujours ces effets de contraste qu'il y a évidemment dans le film. Et d'ailleurs, c'est ce qui tempère un peu le personnage de Chuck Connors, du tueur de l'homme de main, c'est que la femme noire qui est avec lui, on sent que lui et elle n'ont pas envie qu'il l'appelle la fourniture. Et d'ailleurs, c'est très très subtil la façon dont Charlton Heston lui répète ça plusieurs fois, mais finalement c'est votre mobilier. Or, le problème c'est que si Chuck Connors répond c'est votre mobilier, ça veut dire qu'il est de mèche avec la caste dirigeante. C'est une façon très subtile de faire avancer l'enquête. C'est pas parce que Chuck Connors est un type qui est extrêmement évolué, c'est juste que s'il accepte d'utiliser le même langage ou le même vocabulaire que les autres, de cette façon, ça dit une complicité dans l'enquête que l'autre est en train de mener. Et j'aime bien la façon dont le film, de façon toujours extrêmement discrète, avance comme ça des petites idées. Voilà. Mais il faut que vous voyez c'est très intéressant de voir cette question du film catastrophe, si vous voulez, dans le cinéma américain de l'époque, parce que là, encore une fois, c'est Soleil Vert, mais on aurait pu projeter Rollerball. Qui a vu parmi vous Rollerball, qui est un film extraordinaire, qui fonctionne sur des principes à peu près similaires. Un personnage par James Cain, qui est un joueur de rollerball, qui un jour veut enquêter sur l'origine du monde dans lequel il vit. Et là, encore une fois, ce qui est assez génial, c'est que dans le cinéma classique américain, le héros était généralement celui qui voulait conquérir un territoire, une femme, une structure. Bon. Dans ce cinéma des années 70, c'est pour ça que ça répond aussi à votre question sur Charlton Heston, le héros, c'est celui qui veut savoir. C'est-à-dire qu'on a un drôle de couple qui fait que le héros, c'est pas du tout celui qui manie bien l'arme, c'est celui qui a soif de connaissances. Quelque chose de totalement dingue, parce qu'il y a eu 20 ans auparavant, le héros moyen américain, John Wayne, Gary Cooper, etc., surtout ces deux-là, n'étaient pas du tout des personnages dont l'héroïsme se déterminait par une position ou un désir de savoir. L'intello dans le cinéma américain classique, il est plutôt un peu blackboulé. C'est bon. Il n'a pas bonne presse, quoi. Voilà, il faut attendre le début des années 60 pour qu'on commence à avoir un regard un peu différent. Je pense à L'homme qui tue à Liberty Valance, rôle de James Stewart, évidemment. Mais à l'époque, pas du tout. Il y a ceux qui tirent et ceux qui pensent, quoi. Ceux qui savent monter à cheval et ceux qui ont des lunettes et qui sa gueule dès qu'ils montent. Bon. Et le cinéma américain classique a toujours valorisé l'action, le personnage physique, viril par rapport à celui qui est plus psychologisant, quoi, qui réfléchit. Et ce que j'aime bien dans tous ces films-là, c'est que celui qui est héroïque, d'une certaine façon, d'ailleurs à la fin, Charlton Heston se prend une dérouillée physiquement, c'est pas un type. Celui qui est héroïque, c'est celui qui part à la recherche du savoir. Autrement dit, qui sous des apparences de héros classiques américains, sa nouvelle arme, son nouveau désir, c'est d'apprendre des choses, quoi. Ce qui est une sorte de révolution copernicienne par rapport à ce qui se passait 30 ans avant. Non, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une imagerie, en fait. Alors, nous, en 97, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est donc un film de John Carpenter, qui date de 81, qui est un film absolument extraordinaire, qui s'appelle Escape from New York en anglais, et qui raconte, qui est aussi un film petit apocalyptique, post-apocalyptique, c'est qu'il y a eu, vous savez qu'en Californie, ils ont une grande, ce qu'ils appellent le Big One, c'est quelque chose qui fait toujours très peur aux Californiens. Quand vous êtes en Californie, ça arrive parfois d'avoir quelques secousses sur l'échelle de Richter. Le Big One, c'est le fameux grand tremblement de terre qui, dans l'imaginaire américain, californien plus précisément, un jour va en gros mettre la Californie de côté, c'est-à-dire qui va casser le territoire américain et la Californie deviendra une île. Bon. Dans Escape from New York,
dans Escape from LA, d'ailleurs, il s'amusera à mettre en scène ce fantasme-là. Dans Escape from New York, il y a cette idée qu'il y a eu un tremblement de terre et que l'île de Manhattan, précisément, c'est pas tout New York, mais l'île de Manhattan, finalement, s'est séparée de la côte, s'est disloquée, et maintenant est devenue une petite île à quelques mètres des côtes de l'Est. Et on a transformé cette île en une gigantesque prison à ciel ouvert, où on met tous les criminels, les bandits, les rejetés, évidemment comme on est chez Carpenter, les marginaux, ceux qui sont tatoués, ça va un tout petit peu plus loin. Bon. Et on met tous ces gens-là. Et puis un jour, il y a un voyage présidentiel, parce que les sociétés ont évidemment changé. Et le président américain, joué par Donald Pleasence, survole dans son avion présidentiel pour aller à un sommet extrêmement important, survole l'île de Manhattan et s'écrase à l'intérieur de cette île. Et là, évidemment, comment faire? Parce que la police, évidemment, personne donne grata là-dedans. La police ne met pas les pieds dans cette île-là. Chacun, les criminels s'entretuent entre eux. Elle ne fait que sécuriser à l'aide de Mirador le tour de l'île, et personne n'y rentre. Et elle décide d'aller faire appel à un criminel qui est là en prison à vie, qui est joué donc par Kurt Russell, Snake Plissken dans le film. Et on lui dit, voilà, si vous arrivez à retrouver le président américain dans cette île de Manhattan, qui est vraiment un endroit, c'est plus qu'un panier de crabes, c'est bon. C'est un enfer, si vous voulez. Vous allez le retrouver, à le sauver, vous avez la vie sauve. Et donc, ça, New York 97 raconte ça. Et dans Escape from LA, qui sera la suite du film réalisé un peu moins d'une vingtaine d'années plus tard, cette fois c'est à Los Angeles. C'est un remake d'ailleurs du film original, mais à Los Angeles. Et évidemment, ce qu'il y a, c'est que toute cette imagerie post-apocalyptique, en fait, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas vraiment avec Soleil Vert. Je pense que, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Le Monde, la chair et le diable. Il faut vraiment que vous voyez ça. C'est un film d'un cinéaste pas très connu qui s'appelle Ranald McDougall, un film avec Harry Belafonte et Mel Ferrer, un film génial, un film de 59, on tourne en noir et blanc, et qui raconte l'histoire, je vous raconte l'histoire de film, mais celle-là, elle est géniale. C'est un ouvrier mineur, noir, joué par Harry Belafonte. On est à New York, temps présent, et donc il est dans sa mine en train de travailler à une trentaine de mètres sous terre, et puis un jour il y a un petit éboulement. Il attend qu'on vienne le récupérer. Au début, il entend des gens s'activer, il sent que ça creuse pour qu'on vienne le chercher. Puis un jour, plus rien du tout. Et puis après quelques jours passés sous terre, comme personne n'a venu le chercher, il rassemble son courage et puis il arrive à ressortir évidemment de ce trou et arrive à la surface de New York. Le problème, c'est qu'entre le New York qu'il a quitté, le New York normal, présent tel que tout le monde le connaissait, et celui qu'il retrouve, il y a un immense écart, parce que là, New York est complètement dévasté. Tout a été abandonné, tout est en ruine. Et donc voilà ce que c'est que. Et donc le film est absolument génial, c'est tourné évidemment en noir et blanc. Et il va donc se demander est-ce qu'il n'y a pas par hasard des survivants dans ce New York totalement dévasté. Et ça, je pense que c'est un des premiers films américains qui a mis en scène cet imaginaire post-apocalyptique là. C'est-à-dire un peu comme Je suis une légende, si vous voulez. C'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire de villes qui sont totalement dévastées, où les gens restent terrés, évidemment, chez eux. La nature qui reprend un petit peu ses droits. Dans la version, d'ailleurs, avec Will Smith, Je suis une légende, il y a beaucoup cette idée-là. Des courses de coyotes, enfin, d'un seul coup, la nature reprend très très vite ses droits sur la ville. Et je pense que c'est plutôt des films comme ça qui ont fixé l'imaginaire post-apocalyptique, si vous voulez. Alors après, il y a évidemment Soleil Vert, Le Survivant, beaucoup d'autres films, mais je pense que c'est plutôt au début des années 60, je parlais du Dernier Rivage, et tout simplement à cause de la bombe, de la peur de la bombe, à la fois la fin de la guerre froide, l'épisode de la baie des cochons, c'est-à-dire que l'Amérique, elle vit à ce moment-là dans une espèce de peur, en gros qu'une bombe ou qu'un missile vous le surveille sur la figure. Donc elle met très souvent en scène cette espèce de moment d'après, non pas la fin du monde, mais d'après la fin d'un monde, parce que quand on parle souvent du cinéma de la fin du monde, on n'est pas exact là-dessus. C'est la fin du monde, il n'y a plus de cinéma, c'est la fin du monde, il n'y a même plus quelqu'un pour filmer. C'est la fin d'un monde, Je pense que le cinéma apocalyptique, c'est un cinéma qui envisage toujours la fin d'un monde tel qu'on le connaît, et d'un nouveau monde qui repart de zéro. Ça, c'est le grand fantasme de l'Amérique, c'est de toujours, d'ailleurs, c'est de rejouer, au fond, je disais tout à l'heure, de rejouer la conquête, quoi. C'est-à-dire que le monde est totalement civilisé, la frontière n'existe plus, l'espace est délimité et clos. Si d'un seul coup tout ça est détruit, ça redevient à nouveau une gigantesque zone sauvage qu'il faut à nouveau conquérir, à nouveau civiliser, etc. Et c'est pour ça que le scénario post-apocalyptique est un scénario si américain, qu'il n'y a pas beaucoup de films français
italien, il y a eu quelques-uns bien sûr, mais c'est un genre en soi dans le cinéma américain, parce que ça renvoie à quelque chose de très fort de l'imaginaire américain, qui est cette idée toujours d'une contrée sauvage, tout simplement à conquérir. Hein. La meilleure façon, alors, soit elle existe vraiment, soit celle qu'on connaissait, on en fait table rase, et on en refait à nouveau une zone sauvage, et c'est le cas de tous ces films-là, évidemment. Il y a un très beau film aussi, qui est réalisé en 71, un peu avant, qui s'appelle Terre brûlée, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un très très beau film de cinéaste qui s'appelle Cornel Wilde, qui a réalisé aussi La Proie nue, ça vous dit quelque chose, Naked Prey? C'est un film extraordinaire. Parce que Cornel Wilde, il est connu pourquoi? Parce que il a été aussi acteur et c'était notamment un des deux du Mystère de l'Ouest. Vous savez, il y avait Robert Conrad et l'autre, c'est Cornel Wilde. Mais donc, il a réalisé 2 films post-apocalyptiques absolument incroyables, qui sont malheureusement pas connus en France, mais Terre brûlée et Naked Prey, film absolument incroyable. Il y avait vous connaissez La Semence de l'homme de Marco Ferreri aussi, Ah qui bah est oui, pas très connu, bien hein, sûr, si, bien ouais. sûr. Ah ouais, Formidable. c'est vrai. Ah bah ouais. Non, mais il y en a eu dans le cinéma européen, Mais c'est vrai que c'est des plutôt américain, films, apparemment. bien sûr. Ouais. Mais je pense que quand je parle de l'imaginaire, c'est pas uniquement l'idée qu'il y a la fin de quelque chose, c'est vraiment la façon dont il s'est toujours extrêmement articulé à la question du territoire. Vous voyez ce que je veux dire? De l'espace. On voit bien quand on voit Soleil Vert, Escape from New York, Le Monde, la chair et le diable, Le Survivant, Silent Running, il y a toujours un lien permanent entre d'un côté l'espace, le manque d'espace et la nouvelle donne, quoi. Vous voyez, c'est ça qu'à mon avis qui me semble hyper Il y intéressant. avait un épisode aussi de la 4e dimension. Ah oui. Vous l'avez vu? Non, je me rappelle plus le titre. Alors il y a celui des 4 survivants. Un type qui se retrouve tout seul dans une ville. Ah bah ça c'est Willoughby. Et apparemment c'est une expérience de l'armée américaine. Ah oui, je ça crois, c'est de mémoire. génial, absolument. Fait Mais la là-dessus. 4e dimension, Ouais. ça c'est alors la 4e dimension, je dis juste un mot pour ceux que ça intéresse. La 4e dimension, c'est presque la matrice de tout le cinéma américain moderne, quoi. C'est-à-dire que tout y est. Une série créée par Rod Serling. Rod Serling, c'est notamment celui qui va écrire Le cerveau de la planète des singes, tiré du bouquin de Pierre Boulle. La 4e dimension, tout est là. C'est-à-dire que beaucoup de grands cinéastes sont passés par là, beaucoup d'acteurs sont passés par là. C'est vraiment c'est une série télévisée américaine des années 60 qui a eu beaucoup de succès à l'époque et qui contient à peu près tous les grands thèmes du cinéma américain, tous. Si vous avez l'occasion, vous les trouvez aujourd'hui en DVD ou en Blu-ray. C'est extraordinaire. Ce sont des épisodes assez courts qui font 22-23 minutes, mais certains ont été d'ailleurs portés presque à l'échelle d'un long métrage. Et chaque épisode est absolument génial, quoi. Vous avez l'occasion de voir ça. Le survivant avec Charlton Heston, il a beaucoup plus mal vieilli celui-ci. Hein, je trouve. Ouais, un peu plus. Ouais, parce que la différence avec Charlton Heston, c'est que là, il n'y a aucun espoir à la fin. C'est-à-dire que il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire que ça nous laisse la fin de Soleil Vert est très ouverte. Est-ce que finalement les gens vont se rebeller? Est-ce qu'ils auront la force? Est-ce que la répression sera tellement forte qu'au fond il ne se passera strictement rien? Est-ce que l'information qu'ils viennent donner à la fin va être transmise? Parce que le problème, évidemment, la vérité c'est gentil, mais la vérité, c'est la fameuse phrase de Ford, si la vérité, la légende est plus belle que la vérité, imprimée à la légende. C'est pas que Ford préfère le simulacre ou l'illusion, c'est qu'il dit parfois il y a des mensonges qui font tenir une communauté ensemble et il y a des vérités qui la font éclater. Et donc ça c'est la puissance de Ford, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que le fait de balancer tout de go à une population, voilà, Soylent Green, ce sont des gens, j'aime parce que ça laisse comme ça un peu ouvert. Sur le survivant, c'est complètement autre chose. Le survivant, ça nous fait croire qu'il y a une renaissance possible. Il y a une sorte de scénario un peu édénique, c'est un peu Adam et Ève, le survivant à la fin. L'utilisation de l'église, par exemple, dans Soleil Vert est assez drôle. C'est le sentiment religieux qui est utilisé. C'est ça qui est intéressant. Et pas l'église, pour elle-même. Le confessionnal, c'est très 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 beau. D'ailleurs, à la fin, il le dit haut et fort, en fait, que le Soleil Vert, c'est de l'humain, mais finalement, personne réagit dans l'église, quoi. Bah ouais, on verra après, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mad Max aussi, c'est un peu dans ce type de film post-apocalyptique, non? Ouais. Peut-être Oui, mais je pense que le rapport peut-être plutôt que le ouais, premier, mais surtout que le rapport à l'espace est un peu différent dans Mad Max. Ouais. C'est un film australien déjà, donc ça change tout, quoi. C'est comme les westerns. Moi, je voyais il n'y a pas longtemps un film qui s'appelle The Proposition ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'un western, un western australien, c'est pas un western américain, quoi. Alors que, je veux dire par là, c'est pas parce qu'ils sont pas capables de filmer des chevaux, des duels, etc. Mais le western, c'est la mythologie de l'Amérique. C'est comme certains disent, oui, bah, pourquoi il n'y a pas de road movie en Bretagne ou en France? Même c'est grotesque. Le road movie, c'est un genre américain qui a un sens par rapport à une histoire, à un espace qui est
comme disait Baudrillard, pas l'espace pittoresque de l'Europe, mais l'espace grandiose et métaphysique de l'Amérique. Et c'est vrai. Donc il n'y a pas de road movie. Le road movie est un genre américain comme le western est un genre américain. Après, on utilise des éléments qui nous font penser à, pourquoi pas, hein, ou alors en tentant d'en retrouver le souffle, comme le western italien, évidemment, en cas de Léon, quoi, ou d'autres pays que Léon. La programmation, c'est vous qui la choisissez? Enfin, comment elle se... Et bah oui, bah alors après on a quoi, Phantom of the Paradise. Alors, donc Le prochain, c'est Alfredo c'est le Garcia. 9 janvier, c'est Ouais. Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Donc, Voilà. ça Alors me vous avez pécule vu pas. ça, Alfredo Garcia? Oh. Alors là, Sam Peckinpah 74, bon, un des plus grands cinéastes américains, peut-être son chef-d'œuvre. Warren Oates, vous connaissez Warren Oates? Là, bon, il y a des moments, il y a des choses qui vont passer par là, quoi. Non mais c'est vrai, je pense qu'Alfredo Garcia, c'est un film absolument monumental. C'est pas un film super gai, attention, hein. Mais c'est un très 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 beau film. Et on a choisi celui-là parce que Peckinpah, qui évidemment est un monstre, pour moi Peckinpah est, si vous voulez, est aux années 70 que Wells a été au cinéma classique, hein. La Horde sauvage, c'est Citizen Kane, quoi. Bon, c'est le cinéaste peut-être le plus important, Peckinpah, de ces 50 dernières années, hein. Et Alfredo Garcia, c'est vraiment, me semble-t-il, son chef-d'œuvre. Vous allez voir. Un film extrêmement sombre et qui est à la fois un western, un road movie, un film sur l'utopie, sur la dystopie, film fou, hein, un film assez fou, que quand on voit ça, on se dit mais est-ce que ça serait impossible aujourd'hui de produire même le premier quart d'heure de ce film? Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir voir Alfredo Garcia, parce qu'après on projette Phantoms of the Paradise de Brian De Palma. Avant Fantôme, il y a À Martine cause d'un assassinat, Parallax View, Ah, cool. de Alan Pakula. Ça, pareil. Pas mal non plus. Il n'y a rien à dire, quoi. Non mais ça c'est vraiment... Le problème c'est que choisir 10 films des années 70, ça tombe forcément sur 10 chefs-d'œuvre. Donc là, Parallax View, c'est un film qu'on a choisi pour illustrer le moment paranoïaque des films dossiers politiques des années 70, 3 jours du Condor, Conversation secrète, tous ces films-là, si vous voulez. Et moi il me semblait que Parallax View d'abord parce que j'adore Alan Pakula, c'est un très grand cinéaste, c'est une beauté absolument incroyable. Et surtout que c'est un cinéaste qui n'est pas très très connu aujourd'hui, malheureusement. Il est très connu par certains cinéastes américains. Michael Mann, quand il fait Révélation, il connaît Pakula par cœur, hein. Mais et en même temps, et à cause d'Assassinat, qui est des films de Pakula, hein, c'est l'homme qui a fait des films, alors Clout par exemple, ça vous dit quelque chose, avec Jane Fonda et Donald Sutherland. Et à cause d'Assassinat, Parallax View, très très beau titre en version originale, avec Warren Beatty, c'est un des films, ces films moins connus, hein. Pardon? Ah, il est génial. Non, c'est drôle, j'avais 2 films avec Warren Beatty finalement, là, vous voyez, Parallax View et John McCabe. Ouais. Mais Parallax View, c'est un chef-d'œuvre. Là, c'est vraiment. C'est un film de 74. Et voilà, c'est vraiment. Il n'y a rien à dire, vous allez voir, c'est un film absolument envoûtant. Voilà. Oui, absolument. C'est la version positive d'ailleurs de Parallax View, quoi. Et puis après, on a Phantom of the Paradise. Oui, tout à fait. Et après, on aura Voilà. pour le coup un film qui est quasiment jamais projeté en salle, c'est Martin de Romero. Voilà. Bon, il sort en DVD, mais c'est vraiment un film assez rare. C'est très rare. Ouais. L'histoire d'un adolescent qui est persuadé qu'il est un vampire. C'est un film de George Romero, c'est le film préféré de George Romero d'ailleurs. C'est un film très très beau. Ouais, absolument. Oui, oui. 76. Ouais. Ah bah là, on est que sur les années 70, hein. Ça s'appelle Ciné 70, je vais pas vous passer un film des années 80. Et donc là, ouais, Martin, extraordinaire. Après, on a Phantom of the Paradise. Juste avant, et on termine en beauté par Ah bah, Voyage au bout de l'enfer pour finir. Ça sera au mois de juin, hein, c'est ça? le 5 juin. 5 juin. Ça. Voyage au bout de l'enfer. Ouais, mais ça, bon, donc et puis une fois après. Ouais, mais de le voir en salle sur un grand écran, c'est quand même différent, hein. Il faut. Et donc on termine, voilà, l'idée c'était aussi de faire un parcours à l'intérieur du cinéma américain et d'être aussi un peu chronologique quand même, et de terminer avec le Cat Cimino, immense cinéaste, avec ce film qui est à la fois un film sur la fin des années 70 et qui se dit bah maintenant et après, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et puis moi c'est le plus beau film sur la 15 des années 70, c'est celui-là. Donc voilà, terminé avec Voyage au bout de l'enfer, quoi. Donc voilà, on a fait la bande-annonce de la suite. Bah, merci beaucoup. Passez une bonne soirée et donc à rendez-vous dans un mois, je crois, hein. Le 9 janvier. 9 janvier.